à tous dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous parlons de la Guinée et de la Côte d'Ivoire qui traversent une crise sans précédent. Donc, prétexte pour nous de parler de ces crises pré- et post-électorales qui se passent dans ces pays africains. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Yorodia. Il est analyste politique. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, Marie. Nous restons avec la Guinée, bien sûr, qui a connu en tout cas un scrutin assez calme, sans incident. Mais au lendemain, la tension est vite montée d'un cran, avec des heurts et même des pertes en vies humaines. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement pour désamorcer cette crise post-électorale en Guinée? Malheureusement, nous avons souvent des crises post-électorales, mais aussi nous avons des crises électorales. C'est à cause, dans une démocratie normale, dans les grandes démocraties, à la limite, l'élection est un non-événement. Et c'est pourquoi avant les élections, il y a des débats sur les projets de société, il y a des débats sur l'économie, sur la crise. Malheureusement, en Afrique, quand vous voyez les élections, dans la contestation préélectorale, le débat porte toujours sur les règles du jeu. Troisième mandat, deuxième mandat, CENI. C'est-à-dire que la plupart des... Ça ne va pas être le cas pour la Guinée, apparemment. Dans la plupart des pays africains, les gens sont dans ce qu'on pourrait appeler une phase infantile de la démocratie. Ça veut dire que les questions de participation, les règles du jeu. La problématique s'explique parce que dans une grande démocratie, l'élection est un mécanisme de remise en jeu du pouvoir. Et malheureusement, dans beaucoup de pays comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Congo, l'élection est un mécanisme de relégitimation du pouvoir en place. Et d'où la contestation préélectorale, d'où la contestation post-électorale, d'où le débat infini sur le troisième mandat. Je donne l'exemple du Sénégal. Par exemple, en 2000, Abdou Diouf était président sortant, il a organisé l'élection, il a perdu. En 2012 au Sénégal, Abdoulaye Wade était président sortant, il a organisé l'élection, il a perdu. Ça remonte au sommet de la boule. Quand François Mitterrand convoque les chefs d'État africains, il dit il faut aller vers la démocratie maintenant. Ils se sont dit c'est quoi la démocratie? On a dit la démocratie et la liberté de presse. Dans tous les pays africains, vous avez une vingtaine de journaux. C'est quoi la démocratie? L'opposition est représentée au Parlement. Dans tous les pays africains, l'opposition est représentée au Parlement. Mais aussi, c'est quoi la démocratie? C'est l'élection. Et c'est là où c'est verrouillé. C'est là où il y a un verrouillage en Afrique, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Souvent, on n'organise pas des élections pour les perdre. Et l'opposition qui est en face, c'est que les jeux sont faits d'avant, les dés sont pipés d'avance. Et donc, ces gens-là sont convaincus que ça va être des histoires de rapport de force et de violence. Et dans une démocratie parfaitement normale, il n'y a pas de violence préélectorale, il n'y a pas de violence post-électorale parce que les gens sont convaincus que l'élection va se passer normalement. Malheureusement, dans la plupart des pays africains, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que les gens sont dans ce qu'on appelle en sciences politiques, dans l'ère des furies. C'est quoi l'ère des furies? C'est quand dans une démocratie, on est convaincu que le rapport de force doit se faire dans la rue. Et maintenant, dans une société parfaitement démocratique, le rapport de force devient une bataille d'opinion. Et malheureusement, pour la Guinée, pour la Côte d'Ivoire, ils en sont encore à l'ère des furies. C'est quoi l'ère des furies? C'est une sorte d'éternel recommencement. On a l'impression que c'est un éternel recommencement. Pour la Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'on est reparti encore en 2010, que ça n'a pas encore débouché sur la guerre civile, en Guinée, on pense que ça n'a pas encore débouché sur des conflits ethniques. Et malheureusement, c'est ça. Ça veut dire que vous avez des pouvoirs en place qui veulent coûte que coûte se maintenir par des élections parce qu'ils ne veulent pas que les élections se passent normalement. Mais aujourd'hui, quel est le risque, en tout cas, pour ces pays, notamment ces pays africains, et qui sont dans ces mêmes scénarios de troisième mandat, de crise électorale? Quels sont les risques économiques, sanitaires? Même la philosophie, tout en revient à l'élection. Ça veut dire que souvent, le troisième mandat, la limitation du mandat est une particularité africaine. C'est une particularité africaine. En Allemagne, il n'y a pas de limitation de mandat. En Grande-Bretagne, il n'y a pas de limitation de mandat parce que l'élection est un mécanisme de remise en jeu du pouvoir. C'est parfaitement ouvert, on peut organiser des élections et on n'est pas sûr de les gagner. Angela Merkel ne se présente pas parce qu'elle est sûre qu'elle va perdre. C'est l'usure du pouvoir. En Angleterre, quand vous avez 2 mandats, 3 mandats, c'est ça la démocratie. Ça veut dire que même l'icône Mandela, il a eu sa première élection plus de 50%. Après, ça s'érode naturellement. Il a compris qu'il est temps de se retirer. Donc la limitation de mandat est une spécificité africaine qui est sortie des conférences nationales parce qu'on savait, on était convaincu que les... réussit aux États-Unis, par exemple, pourquoi ça ne devrait pas réussir Non, mais parce qu'aux États-Unis, comme je dis, c'est la différence entre les sociétés ouvertes démocratiquement et les sociétés fermées. Aux États-Unis, le système est ouvert.
On peut, Gérald Ford a perdu des élections, Jimmy Carter a perdu des élections, George Bush père a perdu des élections. Ça veut dire que c'est ça la difficulté en Afrique. On ne peut pas concevoir un pouvoir sortant qui a l'armée, la magistrature, la police, faire des élections et le perdre. Et aussi longtemps qu'on ne règle pas ce problème, ça va être un éternel recommencement. Nous serons là dans la démocratie furie. Et c'est pourquoi je disais, la limitation des mandats est une spécificité africaine. Dans les conférences nationales, les gens avaient exigé que, comme on n'était pas sûr que les élections se passent normalement, au moins que si le monsieur est là, au moins pendant 10 ans, que les gens soient convaincu qu'il y a de façon automatique et mécanique une alternance. Parce que quand on dit le mandat est limité à 2, au bout de 2 mandats, le monsieur est obligé de partir. Mais quand ça se passe normalement, et ce qui n'est pas le cas, les gens sont convaincus que le rapport de force doit se faire dans la rue et dans la violence. C'est ça qui explique les contestations post- et préélectorales. Mais on a encore l'impression qu'il faudra déjà régler une crise structurelle, parce que déjà, pour y aller à ces élections, on a comme l'impression qu'on ne prépare pas bien ces élections pour y aller déjà. Ou c'est préparé, voilà quoi, c'est d'un camp pour l'intérêt des uns ou des autres. Non, mais c'est toute la différence. C'est pourquoi les élections en Afrique, c'est toujours intéressant. C'est pourquoi il y a des gens qui disent que en matière d'observation électorale, les dés sont pipés. Par exemple, c'est toute la différence entre l'état légal et l'état de droit. Et c'est quoi l'état légal? C'est ce que nous avons en Guinée, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays. C'est quoi l'état légal? C'est un abus de majorité. J'ai la majorité au Parlement, les élections approchent, je change la loi pour me donner des avantages. Et c'est quoi un état de droit? Un état de droit, c'est quand les acteurs politiques sont d'accord sur les règles du jeu et que personne ne change. C'est-à-dire, Obama est parti très jeune. Il ne lui est jamais venu l'idée de faire un 3e mandat et pourtant il était encore très jeune, il était compétent. En France, Macron, et puis s'il gagne, il va faire son 2e mandat et puis il va partir. C'est ça là. C'est le problème du 3e mandat qui pose problème. Non, c'est le problème de l'état de droit. Le grand problème des États africains, c'est de respecter les prérequis de l'état de droit. Et à mon avis, le premier prérequis de l'état de droit, c'est de fixer les règles du jeu politique qu'on ne change pas, même si on a la majorité. Par exemple, quand on voit la Guinée, et puis Alpha Condé, à part abus de majorité, c'est tout à fait légal, mais c'est pas moral. Il confectionne une CENI à sa manière. Les institutions comme la CEDEAO maintenant, l'UA, les Nations Unies, quel est leur rôle finalement dans toute cette histoire? Non, mais moi j'ai toujours dit que la communauté internationale est une fiction. Ça dit la communauté internationale n'existe pas, c'est une fiction. Et chaque fois que tu vois la communauté internationale, que ce soit l'ONU ou la CEDEAO, réussir quelque part, c'est parce qu'au fond, il y a un État qui est derrière. Les relations internationales, c'est des rapports de force entre États. Je donne 2 exemples. En 1990, pour faire la guerre en Irak, George Bush père a mobilisé toute l'ONU parce que c'était l'intérêt américain. Quand son fils revient au pouvoir des années plus tard, il veut faire la guerre en Irak. L'ONU dit que la guerre est illégale. Il dit, même si c'est illégal, je vais y aller. Donc, on en revient toujours au rapport de force. Pour le cas de la Gambie, Misega, ça a marché parce que le Sénégal a poussé. Maintenant, si les Guinéens pensent qu'ils vont invoquer la communauté internationale, l'ONU, l'UA qui nous regarde, ils vont encore attendre. Mais parce qu'il n'y a pas de rapport de force. Le rapport de force se fait sur le terrain. Le rapport de force se fait sur le terrain. Et après un rapport de force sur le terrain, la communauté internationale, comme d'habitude, vient constater et fait une sorte de validation a posteriori. Mais l'attitude des Guinéens qui consiste à dire que oui, que fait l'UA, que fait l'Union européenne, que fait la CEDEAO, ils nous regardent, enfin, ça montre aussi 2 choses. Ça montre que le rapport de force international n'est pas favorable et ça montre aussi que la Guinée, comme enjeu stratégique, a disparu des radars internationaux. Par exemple, pour les élections en Côte d'Ivoire, c'est naturel que la CEDEAO, que l'UA, que l'ONU s'inquiète du cas de la Côte d'Ivoire. Et à mon avis, ça doit être une sorte de témoin de Jéhovah pour les Guinéens. Qu'est-ce qui fait que nous, quand on fait des élections, ça se fait à huis clos, ça n'intéresse personne. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour que notre pays n'ait plus cet enjeu stratégique qu'il avait en 1958? Et ça, à mon avis, c'est un débat intéressant pour les Guinéens. Mais les rapports de force, les enjeux doivent se déterminer en interne. Merci en tout cas à M. Yoroya pour cette intervention. Je rappelle qu'il était l'invité de la rédaction, il est analyste politique. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV Afrique. Au revoir.